19 nouveaux cas de personnes contaminées par le virus Ebola à Lagos et à Port-Harcourt. L'annonce a été faite ce lundi par le gouvernement nigérian. Pendant ce temps, à Addis Abeba, l'Union africaine a convoqué une réunion d'urgence. Une dizaine de morts et plusieurs blessés, c'est le bilan d'une série d'attentats perpétrés ce lundi à Mogadiscio par les Chebab. C'est en réaction à l'élimination de leur chef tombé sous le coup de bombardement américain. Une commande de 100 avions supplémentaires après la première commande géante de 175 appareils à Boeing. Ryanair demande aux constructeurs américains la livraison d'une nouvelle configuration adaptée Bonjour et bienvenue à ce journal. Mesdames et messieurs, le virus Ebola continue son évolution sur le continent africain, malgré toutes les mesures observées par les pays touchés et leurs voisins, pendant que l'Union africaine se réunissait ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie pour approfondir les réflexions sur la gestion de ce fléau. Le Nigeria annonce 19 nouveaux cas à Lagos et à Port-Harcourt. Reportage. Le Sénégal a annoncé ce lundi la prochaine ouverture d'un corridor humanitaire pour permettre l'accès des organisations internationales aux pays touchés par le virus Ebola, lequel accès a été interrompu à partir de son territoire depuis la fermeture de ses frontières le 21 août. Cette annonce intervient alors que l'Union africaine s'est réunie ce lundi à Addis Abeba pour définir une stratégie à l'échelle du continent face à l'épidémie. En ouverture des débats, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, a appelé à une réponse africaine unie, complète et collective. Des mesures de suspension de vol déjà partiellement en place et des fermetures des frontières maritimes et terrestres devraient notamment être discutées ce lundi dans la capitale éthiopienne où l'Union africaine a son siège. Pendant ce temps, le ministre de la Santé du Nigeria, Onyebuchi Chukwu, a confirmé la présence de 19 cas d'Ebola dans le pays, dont 15 à Lagos et 4 à Port-Harcourt. À ce jour, le nombre total de cas confirmés touchés par le virus Ebola au Nigeria est de 19, 15 à Lagos et 4 à Port-Harcourt. Le 19e cas est le fiancé de l'un des premiers contacts de M. Sawyer qui est décédé de la maladie. Les résultats des tests étaient équivoques, mais d'autres tests ont établi la maladie. Le nombre total de patients qui a été géré avec succès et libéré s'élève à 9. En ce qui concerne les cas sous surveillance, Lagos dispose actuellement de 27. Un total de 339 cas qui étaient auparavant sous surveillance ont été libérés après 21 jours d'observation. We have 477 contacts under surveillance. Plus de 22 millions de personnes vivent dans des régions africaines où existe un risque de transmission du virus Ebola de l'animal à l'homme, selon une nouvelle carte des risques réalisée par des chercheurs britanniques. Les chercheurs de l'université d'Oxford ont identifié une vingtaine de pays à risque. Ont été étudiés les facteurs environnementaux tels que la température, la végétation et la distribution des chauves-souris. Ils en ont déduit qu'une transmission de l'animal à l'homme était également possible dans 15 autres pays présentant des conditions très similaires. Et puis parlons toujours du virus Ebola. Les pires craintes se renforcent dans les pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola. Plusieurs milliers de nouveaux cas de fièvre hémorragique sont attendus au Libéria dans les 3 prochaines semaines, a averti l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS parle de croissance exponentielle dans les pays où il y a une transmission intense du virus, comme le Libéria et la Sierra Leone, alors que le virus a déjà fait plus de 2000 morts en Afrique de l'Ouest. Il faut préciser que l'Union africaine, comme plusieurs multinationales et l'ONU, a appelé à lever les restrictions de voyage aux voyages mises en place contre la propagation de l'épidémie la plus grave depuis la découverte du virus en 1976. Toujours sur le continent africain, après la mort de leur chef en début de semaine dernière sous le coup de bombardement américain, les islamistes du Chebab ont réagi ce lundi en Somalie en un attentat suicide contre les installations de l'AMISOM. La force de l'Union africaine à Mogadiscio en Somalie a fait donc une dizaine de morts et plusieurs dizaines de blessés. Précisons que le samedi dernier, le gouvernement somalien avait déjà mis en garde contre une vague possible de représailles des Chebab après la mort de leur chef suprême. Reportage. 12 civils ont été tués et une trentaine de personnes blessées lundi au nord de Mogadiscio dans un attentat suicide contre la force de l'Union africaine en Somalie.
Il s'agit du premier attentat revendiqué par les islamistes Shebab depuis la mort de leur chef Ahmed Abdi Godan, tué sous des frappes aériennes américaines visant une réunion de hauts responsables Shebab. Au moins 12 personnes ont été tuées dans 2 minibus. Certaines ont été gravement brûlées et 27 autres ont également été blessées pendant l'attaque. Les Shebab ont dit qu'ils allaient lancer des contre-attaques. Alors nous étions en alerte. Et je l'ai dit au peuple de Somalie, soyez très vigilants parce que leur chef a été tué. 2 soldats de la force de l'Union africaine en Somalie ont également été blessés dans l'attentat perpétré non loin d'Afgoye, localité située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Mogadiscio. Le porte-parole militaire des Shebab qui a revendiqué l'attentat dans un communiqué a assuré que 4 Américains et 1 Sud-Africain avaient été tués. Mais aucun témoignage n'est venu confirmer ces affirmations. Toujours en Somalie, des soldats de la force de l'Union africaine sont accusés d'avoir violé et exploité sexuellement des femmes et des jeunes filles somaliennes sur leur base de Mogadiscio, selon l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch. Dans un rapport de 71 pages publié ce lundi, cette ONG a appelé les dirigeants somaliens et l'Union africaine à faire pression sur les pays fournisseurs de troupes afin que les responsables de ces actes soient traduits en justice. Reportage. Déployée depuis 2007 à travers la Somalie où elle appuie les fragiles autorités de Mogadiscio dans leur combat contre les islamistes Shebab, la MISOM est financée essentiellement par l'ONU, l'Union européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni. Depuis 2 ans, la MISOM a enregistré une série ininterrompue de succès militaires qui ont contraint les Shebab à abandonner progressivement l'essentiel de leurs bastions du sud et du centre de la Somalie. Intitulé « Le pouvoir que ces hommes ont sur nous, exploitation et violence sexuelle par les troupes de l'Union africaine en Somalie », le rapport publié par l'ONG Human Rights Watch s'appuie sur les recherches menées en Somalie, en Ouganda et au Burundi sur les témoignages de 21 Somaliennes femmes et filles qui ont affirmé avoir été violées ou exploitées sexuellement depuis 2013 sur 2 bases de Mogadiscio par des militaires ougandais et burundais de l'AMISOM et sur les dires de plus de 30 témoins observateurs étrangers, soldats et responsables de pays contributeurs de troupes. Pour sa part, l'AMISOM, par la voix de son porte-parole, a dénoncé ce rapport qu'elle qualifie de déséquilibré et injuste car il est basé sur un petit échantillon. Utiliser ce rapport pour condamner l'ensemble de nos 22 000 soldats est extrêmement contre-productif, a affirmé ce porte-parole, avant d'ajouter qu'une enquête sera effectuée et que des mesures en accord avec la politique de tolérance zéro seront appliquées à l'égard des mauvais comportements. Précisons que l'AMISOM est constituée de contingents ougandais, burundais, kenyans, éthiopiens, djiboutiens et sierra-léonais. Et puis à Accra, au Ghana, de hauts responsables de la défense des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, se retrouvent dans la capitale ghanéenne pour débattre des questions de sécurité dans la région, notamment de la menace que font peser les islamistes nigérians de Boko Haram sur la stabilité régionale. La Tunisie à présent qui accueille depuis ce lundi une conférence internationale d'investisseurs pour booster son économie mise à mal par la révolution de 2011. Je vous propose de suivre les objectifs d'une telle initiative à travers cet élément. Ramener la confiance dans l'économie tunisienne, c'est l'objectif de cette conférence d'investisseurs qui se tient à Tunis. Y prennent part une trentaine d'États, une vingtaine d'institutions internationales et des dizaines d'entreprises. Principal hôte de marque, Manuel Valls, Premier ministre français. La France, co-organisatrice d'une conférence devant motiver des investisseurs pour le financement d'un certain nombre de projets bancables. La nouvelle vision politique et le nouveau projet économique ne peuvent prendre forme sans un modèle social rénové, des choix stratégiques, des secteurs porteurs et une série de projets structurants. Elle se révèle sous un autre visage, son vrai visage. Une terre de potentialités, une terre de promesses, une terre d'opportunités, en un mot, une terre d'avenir. Une terre d'avenir à économie fortement pâtie des conséquences de la révolution de 2011 et qui, aujourd'hui, a besoin de tous, dira le Premier ministre français, pour se refaire une meilleure santé financière. La Tunisie peut être fière du chemin accompli. Et plus encore au regard des violences, de l'extrémisme, du terrorisme qui frappent malheureusement d'autres pays de la région. À l'heure où le chaos menace la Libye,
où la barbarie sévit en Irak et en Syrie, la Tunisie a besoin de tout notre soutien pour continuer d'avancer sur la voie de la démocratie. Notre intention n'est évidemment pas d'arrêter ici le programme que mettront en œuvre les futures autorités élues. Il s'agit d'envisager avec vous des pistes de réforme, en d'autres termes de baliser la route, pour que le futur gouvernement démarre son action aussi rapidement que possible et dans les meilleures conditions. Aux investisseurs seront présentés pas moins de 22 grands projets prêts à être réalisés d'un coût de plus de 6 milliards de francs CFA. Parmi ces projets figurent la réalisation d'un port en eau profonde au sud de Tunis et la construction d'un barrage dans le nord-ouest du pays. Après avoir affirmé ces derniers jours que la Russie avait déployé des troupes régulières sur le territoire ukrainien, les 28 États membres de l'Union européenne veulent maintenir la pression sur Moscou. Une réunion d'urgence a été initiée ce lundi pour décider de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. Pendant ce temps, les réfugiés de Mariupol, la ville à l'est de l'Ukraine, qui a été durant ce week-end le théâtre d'affrontements, bénéficient de l'aide de la Croix-Rouge. Kiev a également annoncé ce lundi le lancement d'exercices en mer Noire impliquant 5 pays membres de l'OTAN, dont les États-Unis. Reportage. La violation du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine fragilise les chances d'une trêve durable entre Kiev et les insurgés pro-russes. Alors que des ambassadeurs de l'Union européenne se sont réunis ce lundi pour adopter de nouvelles sanctions contre Moscou, les réfugiés de la ville portuaire de Mariupol, où se sont déroulés des combats durant le week-end, reçoivent de l'aide alimentaire de la Croix-Rouge. En ce moment, ils reçoivent des patates et du sirop pour soigner la toux chez les enfants. À l'intérieur, nous passons des bons pour le supermarché d'une valeur de 200 hryvnia par famille. Ils nous aident beaucoup. Nous apprécions la manière dont les gens du coin nous aident ici. Pendant ce temps, les forces navales ukrainiennes ont annoncé le lancement lundi d'exercices en mer Noire impliquant 5 pays membres de l'OTAN, dont les États-Unis, afin de garantir la sécurité de la navigation dans une zone de crise. Des explosions ont été entendues la nuit dernière à Donetsk. Le bombardement a été mené depuis une gare ferroviaire. Il y a également toujours des bombardements périodiques de la ville de Sachi dans la région de Lugansk. Aujourd'hui, dans la partie nord-ouest de la mer Noire, des entraînements militaires communs ont démarré entre la marine des États-Unis et celle de l'Ukraine. Le but de ces exercices est de s'assurer que nous sommes capables d'établir et d'assurer une zone de navigation sécurisée dans une zone de crise. Le service des opérations antiterroristes a affirmé qu'au cours des dernières 24 heures, les rebelles pro-russes avaient violé à 5 reprises le cessez-le-feu, citant en particulier des tirs insurgés sur les positions de l'armée dans les régions de Donetsk et Lugansk. Corruption au sommet de l'État brésilien. Un ex-dirigeant de la compagnie pétrolière d'État Petrobras a déclenché une tempête au Brésil en accusant une cinquantaine d'élus de la coalition au pouvoir d'avoir bénéficié d'un système de versement de pots de vin. Cette révélation, qui intervient en pleine campagne électorale, fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le pays. Reportage. Une cinquantaine d'élus de la coalition au pouvoir au Brésil auraient bénéficié d'un système de versement de pots de vin. C'est ce que soutient Paulo Roberto Costa, un haut dirigeant de la compagnie pétrolière d'État Petrobras. Détenu et inculpé dans le cadre d'un vaste dossier de blanchiment d'argent pour lequel il encourt 30 ans de prison, l'homme a fourni aux enquêteurs une liste de noms de députés, sénateurs et gouverneurs auxquels Petrobras, qu'il a dirigé de 2004 à 2012, aurait versé des pots de vin à l'occasion de l'attribution de marchés surfacturés à des prestataires de services. Au dire de Paulo Roberto Costa, les élus impliqués percevaient des commissions de 3% sur la valeur des contrats signés par Petrobras avec des prestataires tout au long des années où il était en fonction. Des révélations qui ont fait l'effet d'une bombe dans les états-majors politiques brésiliens, plongés en pleine campagne pour les élections générales du 5 octobre. Notons que Paulo Roberto Costa est impliqué dans le cadre de l'affaire Lava Jato, qui a permis de démanteler un réseau de blanchiment qui aurait lessivé jusqu'à 4,5 milliards de dollars. Les ramifications de l'enquête ont conduit à Petrobras, déjà au centre depuis plusieurs mois de suspicions de malversation qui ont déjà fait l'objet d'une enquête parlementaire.
18 mois après sa première commande de 175 appareils à Boeing, Ryanair récidive. Cette compagnie aérienne irlandaise souhaite commander 100 avions supplémentaires dans une toute nouvelle configuration de 737 spécialement adaptée aux besoins des compagnies aériennes à bas coût. La commande ferme de ces 100 appareils est évaluée à 11 milliards de dollars. Précisons qu'en mars 2013 déjà, le choix de Ryanair s'était porté sur des avions moyens courrier 737-800 Next Generation d'un prix catalogue total de 15,6 milliards de dollars. Avec le contrat annoncé ce lundi, le groupe irlandais deviendra la première compagnie aérienne à opérer une toute nouvelle déclinaison de la famille 737, le 737 MAX 200. Dans cette configuration, l'appareil est légèrement allongé, une sortie centrale est ajoutée et de la place gagnée notamment sur la cuisine de bord, ce qui permet d'ajouter des sièges jusqu'à une capacité maximale de 200 contre 160 dans la configuration la plus fréquemment réclamée pour les monocouloirs de ce type. Les moteurs, précisons bien évidemment plus économes, promettent en outre de réduire le carburant de 20%. Restons toujours dans les airs pour vous annoncer que 6 mois après la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines, l'énigme reste totale. Les recherches sous-marines pour tenter de retrouver l'épave de l'avion qui reliait Kuala Lumpur à Pékin et qui avait disparu avec 239 passagers à bord devraient redémarrer avant la fin de ce mois. Reportage. Le Boeing 777 de Malaysia Airlines s'est volatilisé dans la nuit du 8 mars entre l'est de la Malaisie et le sud du Vietnam. Le vol MH370 effectuait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin avec 239 personnes à bord. Le Boeing 777 a décollé à 0h41 heure locale et atteint une altitude de croisière de 10 700 mètres. Le contact radar a été perdu vers 1h30. Les relevés de vol laissent supposer que l'avion a suivi une route de 25 degrés en direction du point de cheminement Igari. À mi-chemin entre la Malaisie et le Vietnam, l'avion a changé de cap vers l'ouest à l'opposé de son plan de vol. L'opérateur de satellite Inmarsat et le bureau britannique d'enquête sur les accidents aériens ont conclu que le MH370 a volé dans le couloir sud et que sa dernière position se trouvait au milieu de l'océan Indien. Lundi 24 mars, Malaysia Airlines a confirmé que l'avion était tombé dans le sud de l'océan Indien et qu'aucune personne à bord n'avait survécu. L'économie à présent, la Chine a enregistré en août dernier un nouvel excédent commercial record à près de 50 milliards de dollars. Ce record est basé sur les chiffres des douanes chinoises publiés ce lundi. Reportage. 49,8 milliards de dollars. Voilà le chiffre auquel est parvenue la Chine avec son nouvel excédent commercial record enregistré en août. Alors que les exportations ont augmenté de 9,4% sur un an dans le pays, les importations ont, elles, chuté de 2,4%. Un résultat qui améliore davantage le précédent record annoncé pour juillet. Il est par ailleurs supérieur aux prévisions des experts qui tablaient sur un chiffre médian de 42 milliards de dollars. En juillet 2014, l'excédent commercial chinois avait quasiment été multiplié par 3 à 47,3 milliards de dollars. Notons que la Chine est le numéro 1 mondial des échanges de produits manufacturés. Elle avait connu au début de l'année un net ralentissement de son activité industrielle et de ses échanges. Pékin avait adopté à partir d'avril des réductions fiscales ainsi que des assouplissements monétaires très ciblés et des facilités destinées à doper les investissements dans les infrastructures. L'amélioration des indicateurs macroéconomiques, notamment dans le secteur manufacturier, avait permis une légère accélération de la croissance à 7,5% au deuxième trimestre. Et le commerce extérieur avait repris des couleurs après le déficit commercial surprise de près de 23 milliards de dollars enregistré en juillet. Voilà, madame, monsieur, avant de boucler cette édition, retenez qu'en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, les premières audiences publiques de bourreaux et de victimes de la crise politique ayant ensanglanté le pays entre 2000 et 2011 se sont ouvertes hier à Abidjan. Dont les résultats s'annoncent plus qu'incertains 3 ans après la fin des violences. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR, qui les organise selon le modèle dit de la justice transitionnelle née dans l'Afrique du Sud post-apartheid, est la cible de critiques nourries dénonçant sa politisation et sa désorganisation patente. Ces 2 auditions n'ont pas vocation à condamner ou à absoudre
mais promouvoir une société qui refuse la violence, l'esprit de vengeance et d'impunité, a déclaré Charles Konan Banny, le président de la CDVR. Voilà, madame, monsieur, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Retenez que l'information suit son cours sur notre site internet www.sikatv.info et sur notre page Facebook, bien évidemment, Sika TV.